Le dernier chapitre, le libre-échange qui apporterait une prospérité mutuelle, la mondialisation heureuse. Vous savez que c'est le titre d'un livre d'Alain Minck, qui n'en est plus à une idiotie, à une prophétie qui se révèle complètement inexacte. C'en était une, entre autres. Déclaration intéressante, là aussi, de Pascal Lamy, ancien commissaire européen, ancien socialiste, on dirait pas. L'ouverture du marché est une bonne chose pour tout le monde, même pour ceux qui perdent leur emploi à cause de cette ouverture. C'est un vrai socialiste, quoi. On sent l'empathie pour autrui. Et encore mieux, il n'y a pas de raison de financer éternellement l'agriculture européenne. Les Européens doivent apprendre à acheter leur vin en Australie ou en Californie, leur viande en Argentine ou au Mexique, leur blé en Ukraine ou aux États-Unis. Donc, ancien commissaire européen, ancien directeur de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et ancien membre du PS. Il y a un vrai dogme du libre-échange, et je vais vous lire, d'ailleurs, l'illusion économique d'Emmanuel Todd, c'est son livre inspire le titre de ma conférence, même si lui, il parle essentiellement de libre-échange plus que d'euros et d'Union européenne. Mais cet extrait intéressant, je vais vous le lire intégralement. Le protectionnisme est officiellement considéré par les élites occidentales comme une doctrine dépassée, néfaste économiquement et politiquement. Toute protection, même partielle, des marchés nationaux empêcherait la concurrence et mènerait à la stagnation, privant la planète de spécialisations bénéfiques à tous. Obliger chaque pays à fabriquer ce qui peut être produit ailleurs à moindre coût, ce serait faire passer la productivité et le niveau de vie moyen du globe. Le rétablissement des droits de douane conduirait au déchaînement des nationalismes et à la guerre. Je vous dis toujours un peu le même discours, c'est vrai qu'on nous tient. Selon les idéologues du libre-échange, le protectionnisme fut au cœur des problèmes du 1er et XXe siècle, et voici donc Méline responsable de la faiblesse de la croissance française avant 1945, tandis que les réflexes autarciques engendrés par la crise de 1929 sont identifiés comme l'une des causes principales de la Seconde Guerre mondiale. Les dirigeants politiques occidentaux célèbrent encore le libre-échange et ses bienfaits, utilisant pour ce faire un bagage intellectuel minimal, en général quelques pages mal digérées de Smith et de Ricardo sur les avantages absolus ou comparatifs du commerce international, avec une préférence marquée pour l'exemple ricardien totalement archaïque d'un Portugal échangeant son Portugal et du Royaume-Uni, même si on prend les puissances dominantes au niveau économique, le Royaume-Uni a été dominant, entre autres, par un axe protectionnisme au départ, au XVIIe siècle, les Navigation Act, qui faisaient qu'en gros, dans l'Empire britannique, toute marchandise devait passer sur un navire britannique. Donc, avec la flotte qu'ils avaient, ils avaient un avantage du fait du protectionnisme. Et après, le Royaume-Uni, une fois qu'ils étaient la première puissance, a été très libre-échangiste pour essayer d'écraser les autres. Mais ils se sont fait rattraper par deux pays qui étaient très protectionnistes. L'Allemagne, avec les théories de Joseph Liss, l'union douanière, qui s'appelait le Zollverein, c'était un pays éminemment protectionniste et qui a fait son industrie grâce au protectionnisme. Et c'est la même chose aux États-Unis, puisque les États-Unis étaient partagés entre le Sud esclavagiste et libre-échangiste, essentiellement agricole, et le Nord qui était au contraire protectionniste et industriel. Et pendant la guerre de sécession, c'est le Nord qui a gagné sur le Sud, et donc ils ont appliqué une politique industrielle et protectionnisme, et c'est par cette politique que les États-Unis sont devenus la première puissance économique du monde. Après-guerre, c'est pareil, le Japon et tous les pays asiatiques se sont développés par le protectionnisme. Donc finalement, la théorie contredit à chaque fois les bienfaits totaux du libre-échange. Et surtout, ce qu'on dit à l'UPR, on n'est pas pour une économie type Corée du Nord complètement fermée. Le libre-échange peut être une bonne chose sur certains secteurs, avec des pays partageant les mêmes normes sociales, environnementales, etc. Mais faire du libre-échange total, comme ce que fait l'Union européenne, vis-à-vis des pays membres et des pays tiers, avec toute la planète et des pays qui n'ont pas eu tous les mêmes normes sociales et environnementales, c'est de la folie furieuse, et ça amène, au contraire, et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, à des inégalités croissantes et à une paupérisation des populations. Donc le libre-échange a amené une baisse de la croissance dans le monde développé. On voit les pays de l'OCDE, on est passé de 5% par dizaine d'années à 4%, 3%, maintenant on est autour de 2%. C'est grosso modo tout ce qu'on voit. La plupart des pays développés ont délocalisé
une partie de leur production plus ou moins grande dans des pays émergents. Et donc, forcément, pour les quelques personnes qui ont fait les délocalisations dans ces pays-là, se sont fait beaucoup d'argent, les fameux 1% si on schématise. Mais pour la grande masse de la population, elle s'est appauvrie et de manière générale, au point de vue économique, ça ne fonctionne pas. En grand philanthrope, on pourrait dire que ça profiterait au reste du monde, mais les chiffres sont beaucoup plus mesurés que cela. On voit, grosso modo, un des indicateurs de prospérité classique, c'est le nombre de véhicules. C'était ce qu'on voyait pendant les 30 Glorieuses. On voit que le nombre de véhicules produits pour 1000 habitants, il a baissé. Donc, on n'a pas l'impression que la mondialisation profite particulièrement aux pays du Sud, ou du moins, ça profite aux pays du Sud, mais là aussi, ça profite en majorité à une infime partie de la population. Et c'est ce qu'on voit, c'est les très riches qui ont une hausse massive de leurs gains et la grande masse qui s'appauvrit. Donc on voit tout ceci. Et, comme je l'ai dit, une hausse constante des inégalités, on le voit avec les indicateurs type coefficient de Gini dans tous les pays développés, mais également des pays en développement comme le Mexique, où vous avez une hausse des inégalités dans tous les pays du fait justement du libre-échange total. Et on arrive à des chiffres assez fous. 82% de la richesse mondiale a été captée par les 1% les plus riches. Et il y a eu 0% d'augmentation de la richesse mondiale pour les 50% les plus pauvres. On voit au niveau de la courbe, c'est tiré ça du bouquin de Piketty, le Capital au XXIe siècle, on voit qu'on est dans une courbe, on avait une baisse tendancielle des inégalités dans le XXe siècle, et là on voit qu'on est en train de retourner vers une hausse majeure des inégalités dans les grands pays, et on s'oriente de plus en plus vers des scénarios de type XIXe siècle, avec une concentration immense de richesses dans quelques mains, et une grande majorité qui est très pauvre. Ce que je vous disais aussi, on le voit, la baisse monumentale de la part de la valeur ajoutée du travail, puisque quand vous mettez en concurrence tous les salariés du monde entier, vous avez effectivement leurs coûts, on a tendance à pressuriser tous les coûts. Et là, c'est assez également marquant. En 2016, les 1% les plus riches, c'était à l'époque en prospectif, mais c'est bien le cas, possèdent plus que 99% restants. Ça, c'est l'effet direct du libre-échange total et de la mondialisation. Pourquoi on voit ça ? Il faut se resituer dans le contexte. Traditionnellement, en économie, pour qu'une économie soit en croissance et qu'une économie fonctionne, il faut que la consommation progresse grosso modo au même rythme que de la production. Et quand vous étiez en modèle des 30 Glorieuses, le modèle dit fordiste, vous aviez la consommation qui était au même endroit que la production. Et donc le producteur, pour écouler ses marchandises, qu'est-ce qu'il se disait ? Il se disait, c'était de l'exemple fordiste classique, je veux augmenter mes ouvriers pour qu'ils puissent acheter mes Ford. Et donc, vous étiez dans le même pays, il y avait des hausses de salaire, donc hausse de la consommation qui amenait des hausses de la production et un cercle économique vertueux comme ceci. C'est ce que je disais, finalement, le schéma et ce qui se passe, c'est que les salaires sont vus comme un élément de la demande globale, et quand vous voulez écouler vos produits, il faut augmenter la demande, et donc vous augmentez les salaires pour faire augmenter la demande globale. C'est toutes les théories fordistes et keynésiennes. Quand vous êtes en modèle de libre-échange, c'est plus du tout le cas, puisque vous avez finalement les producteurs d'un pays A, ils vont pas vendre seulement aux consommateurs du pays A, ils vont vendre aux consommateurs du produit B, C, D ou E. Et non seulement il va faire ça, mais il va aussi se battre en concurrence avec les producteurs des pays B, C, D ou E. Et donc, le salaire et les salariés sont plus du tout vus comme une fraction de la demande globale que vous avez intérêt à augmenter. Vous avez intérêt de compresser au contraire les salaires pour être plus compétitif que le pays B, C, D ou E. Et tout le monde fait ça pour être plus compétitif que le voisin. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça crée un retard systémique dans le libre-échange mondial de la demande sur l'offre, et vous avez une baisse de la part de la valeur ajoutée du travail par rapport au capital. Et pour le moment, comment est-ce que ça tient ? Et on le voit dans les pays développés, pour continuer à maintenir le niveau de consommation avec des gens qui s'appauvrissent, vous avez une hausse massive de l'endettement. Et c'est, quand je disais tout à l'heure que l'endettement des États avait augmenté avec le couple mondialisation-euro, c'est essentiellement là-dedans, puisque vous devez justement, par des aides sociales, par d'autres éléments, vous devez soit par de l'aide sociale ou soit par du crédit,
alimenter la machine pour écouler les productions. Et donc, parce que sinon, avec le libre-échange total, vous avez au contraire la demande qui s'effondre un petit peu partout. Et c'est pour ça que le système actuel, de toute façon, n'est pas viable. On voit une hausse de l'endettement absolument massive, public-privé, un petit peu partout. Et ça, c'est la conséquence aussi directe du système de libre-échange mondial que l'on voit à l'heure actuelle. Je termine à chaque fois cette conférence par un autre texte de Maurice Allais que je trouve assez intéressant sur la schizophrénie du consommateur dans un monde libre-échangiste. Et c'est encore d'actualité. Les partisans du libre-échange soulignent que grâce aux délocalisations et aux importations en provenance des pays à bas salaire, jamais les prix dans les hypermarchés n'ont été aussi bas. Mais c'est oublier que les consommateurs ne sont pas seulement des acheteurs, ils sont également des producteurs qui gagnent leur vie et payent des impôts. En tant que consommateurs, ils peuvent acheter les produits meilleur marché, mais pour ces consommateurs, la contrepartie réelle de ces importations à bas prix est finalement la perte de leur emploi ou la baisse de leur salaire et des impôts accrus pour couvrir la charge sociale du chômage et de la politique de l'emploi. C'est également oublier que ces consommateurs sont des citoyens habitant dans les agglomérations urbaines et qu'au fur et à mesure que le chômage et la pauvreté générés par la mondialisation augmentent, l'insécurité et l'instabilité des banlieues s'accroissent. On voit alors que les effets de cette idéologie libre-échangiste, aussi funeste qu'erronée, ne se bornent pas au développement massif du sous-emploi. Ils se sont traduits également par un accroissement des inégalités, ce que je disais, par une destruction progressive du tissu industriel français, par un déséquilibre de toute la société. Cette invocation du consommateur, de son bénéfice supposé, sert à masquer d'autres intérêts, car les groupes dirigeants de l'économie sont devenus de plus en plus riches et les pauvres sont devenus de plus en plus pauvres. Maurice Allais, prix Nobel d'économie en 1988. Quand vous lisez le texte, vous comprenez pourquoi, comme l'UPR, il ne passe pas dans les grands médias. Il ne passait pas dans les grands médias.